Bienvenue Youssef Chahbi. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, merci à vous. Alors qu'aujourd'hui, vous aviez peut-être aussi d'autres choses. C'est surtout l'anniversaire de ma fille, qui fait voilà. ses 10 ans, donc j'en profite pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. On lui souhaite aussi un bon anniversaire, donc vous avez pris malgré tout de votre temps pour être parmi nous aujourd'hui. Ben, je ne pouvais pas refuser cette invitation plusieurs fois, donc puis on est amis aussi, donc je ne pouvais pas dire non. Merci en tout cas. Youssef Chahbi, je rappelle que vous êtes avocat et militant associatif. Vous êtes les deux, hein. Avocat d'abord, oui. Et militant associatif. On va... que pense l'avocat? Parce que je vais pas poser toujours je pose toujours les mêmes questions à ceux qui sont dans le milieu des affaires, dans le cadre de la sphère un peu économique. Mais que pense l'avocat du climat social aujourd'hui, du climat politique au sens large? Parce que vous êtes tributaire aussi et conditionné par l'environnement dans lequel vous évoluez, vous vivez. J'ai l'impression que nous vivons une séquence qui ressemble à la séquence de la fin du gouvernement Abbas El-Fassi, juste avant les événements de février 2011. Je ne dis pas que le profil des deux premiers, de C. Abbas El-Fassi et de C. Atmani, c'est des gens discrets qui font pas de vagues, qui n'ont pas particulièrement de visibilité médiatique, fait que ça donne cette impression. Il y a une grande différence, c'est que il y a une forme de mobilisation sur les réseaux sociaux. En l'absence de politique, en l'absence de débat politique, les réseaux sociaux interviennent pour recadrer. Approprier le débat public, si vous êtes en train de dire. Oui. Tout se passe sur les réseaux sociaux. Vous avez bien vu avec l'expérience du boycott. Le boycott, les partis politiques n'ont jamais été impliqués. Et finalement, vous voyez, c'est même ce qui arrive, pas uniquement au Maroc, même en France. Maintenant, les gilets jaunes sont dans la rue. Ce n'est pas. Il y a des gilets rouges qui viennent de sortir maintenant. Ils sont encadrés par aucun parti. Mais est-ce que vous considérez, vous, Youssef Chahbi, vous êtes quelqu'un de connecté? Oui. Hein? Oui. Est-ce que vous considérez qu'il y a il y a de vrais débats intelligibles sur les réseaux sociaux, où c'est des prises de parole, une espèce de véhicule émotionnel, en réaction, et des fois avec des positions extrêmes d'ailleurs, tranchées, on l'a vu. Il y a du bon et du mauvais. Il y a pas... Mais est-ce qu'il y a du débat? Oui, il y a du débat, il y a du bon et du mauvais, mais bon, il y a des sujets très sérieux qui ne sont pas débattus, ou là, que les gens n'ont plus envie. C'est-à-dire, il y a des sujets intéressants. Par exemple, regardez, moi j'ai suivi un peu la réforme de la loi sur l'héritage en Tunisie. Et l'instauration de l'égalité homme-femme. J'ai lu même les textes, comment le partage de l'héritage. Ce débat, ça fait des années au Maroc, il ne décolle pas. Il ne décolle pas, les gens, chacun, il y a les gens qui sont pour, les gens qui sont contre. Parce que vous êtes très sensible, vous, à cette question de l'égalité en matière d'héritage. Oui. Je pense que c'est un projet, c'est une loi c'est une loi d'avenir. Que ça se fasse aujourd'hui ou là que ça se fasse dans 20 ans, ça finira par arriver pour régler une forme de déséquilibre. Parce que vous savez, vous allez trouver des contradicteurs qui vont vous dire l'islam. Moi, je connais des gens qui sont très conservateurs, qui sont même dans des partis politiques proches des islamistes, mais qui, par exemple, quand ils sont confrontés à une situation où ils n'ont que des filles, ils trouvent des solutions juridiques pour transmettre la succession, pour transmettre la succession et transmettre le patrimoine, tout en étant conscient que c'est pas exactement ce qu'il y a dans le Coran. Mais qu'est-ce que vous regrettez? Vous regrettez que ce débat ne soit pas pris en main par le personnel politique, ou que ce débat-là, par exemple, ne soit pas posé sur la place publique par des ONG, par des militants, via des think tanks? Honnêtement, j'ai pas envie d'être méchant avec personne, mais bon, bref. Il n'y a plus de personnel politique, il n'y a plus de partis politiques. On peut faire la liste, il y a des... Je vais pas dire de nom. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'idéologie politique. Il n'y a plus d'idéologie politique depuis un moment. Oui. Mais bon, il n'y a plus de partis politiques. Il y a des petits affrontements très minimes de personnes. Mais bon, il n'y a pas de débat. Personne ne... C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hommes d'État, il n'y a pas d'hommes qui ont une certaine stature. Il y a sûrement. Est-ce que c'est un problème d'hommes? Il y a encore des hommes d'État, bien sûr, mais je ne pense pas forcément dans les partis politiques. Moi, je vais être le seul
quelques rares personnes, même si moi je ne suis dans aucun parti. Par contre, mais il y a des personnalités qui forcent le respect. Je vais dire Omar Balafrej, Nabila Mounib. Dans tous les partis, vous trouvez des gens valables. Bon, j'ai cité ces deux personnes parce que c'est surtout des amis. Moi, je ne suis pas au FGD. Puis c'est des personnes de gauche et vous êtes aussi un homme de gauche. Oui. Dans ma jeunesse, j'ai été proche de l'USFP. Oui. Mais j'ai cessé d'être proche de l'USFP parce que l'USFP, c'est... Mais vous étiez proche de l'USFP en tant que parti, vous étiez proche d'un homme qui était Abdelrahmane Yousfi, qui était à la tête de l'USFP et qui était la figure emblématique de l'USFP. Je suis toujours proche de Abdelrahmane Yousfi. Et j'étais, je vais dire, proche de l'école d'Abdelrahmane Yousfi en matière politique. Cette élégance particulière et ce sens du devoir, c'est une qualité très rare. Cette dignité, cette manière ce désintérêt total pour ses intérêts personnels et sa disponibilité, vous voyez bien toute l'image qu'il a gardée chez les Marocains alors qu'il est parti en 2002. Et vous voyez très bien même toutes les marques de sympathie qu'il reçoit, même du roi, notamment lorsqu'il était malade, notamment lors de l'inauguration. C'est l'unanimité. L'inauguration du boulevard Abdelrahmane Yousfi, c'est la première fois dans l'histoire du Maroc qu'une personnalité inaugure un boulevard à son nom, de son vivant et en présence du chef de l'État. Vous avez dit depuis 2002. 2002, aujourd'hui on est en 2018, bientôt en 2019. Ça fait 12 ans. Ça fait 17 ans, 2002. Ça fait 17 ans. Il est toujours... Non mais pourquoi on n'est pas en capacité, pourquoi la société n'est pas en capacité de produire ce profil d'individu? Parce que il émane de la société. Tous les hommes politiques, les grands hommes politiques, les grands inventeurs, les économistes, vous voyez ce que je veux dire? Ça émane d'une société. Vous savez, il y avait toute une génération d'hommes politiques qui a disparu. Abdelrahim Bouabid, Abdelrahmane Yousfi, Toul El Omar, Mohamed Ben Saïd, et même dans les partis de Maté Bouabid, Ali Yatta, toute cette classe politique. Même il y a eu une nouvelle génération qui est arrivée et même la manière de faire de la politique a fait qu'elle n'a pas laissé émerger des profils qui ressemblent à ces personnes. Aujourd'hui, on est dans l'ère aussi de la communication politique. Il n'y a aucune communication politique. Non, mais je veux dire, mondialement, d'un point de vue mondial, on a bien vu même Donald Trump, chaque fois qu'il tweet, voilà, au-delà du fait d'être le président des États-Unis, on est dans la communication politique. Oui. On est bien d'accord? Est-ce que vous considérez, comme certains et certaines voient, que le gros déficit aujourd'hui, il est en matière de communication politique de la part du personnel politique? De dire ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais, être au plus près aussi des citoyens, que le gros déficit, en fait, et le gros malaise, entre guillemets, aujourd'hui, il provient de là. Rachid, je vais vous dire. Moi, j'ai fait de la politique toute ma jeunesse, même à un certain moment à l'âge adulte. Et j'appartiens à une famille mes grands-parents étaient fondateurs de l'USFP, de l'UNFP. Mes oncles ont fait 10 ans de prison parce qu'ils appartenaient à un courant marxiste-léniniste. Les journaux, on les achetait chaque jour. Chaque jour, on achetait toute la presse. Tout. Tout. Pour voir ce qui se passait. Il y avait de la matière. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, quand il m'arrive d'acheter, j'achète un seul journal et je trouve rien. Donc, en parlant de communication politique, même sur les réseaux sociaux, les partis politiques ne communiquent rien. Moi, à tel point que plus personne ne regarde. Parce qu'il n'y a rien. Ils ne communiquent pas parce que pour vous, selon vous, parce qu'ils ont... Quand les campagnes électorales arrivent, personne ne regarde les programmes parce qu'on sait très bien que ça sert à rien. Honnêtement, c'est dommage. Pire, c'est un grand regret. J'aurais aimé faire de la politique. J'aurais aimé continuer à avoir une activité, être actif au quotidien. Mais bon. Pourquoi vous avez arrêté de faire la politique? Parce que c'était plus intéressant. Parce que, comme disait je ne sais pas qui, ce qui ne me passionne pas m'ennuie. Donc c'est plus passionnant. Donc vous êtes reconcentré sur votre métier? Sur mon métier, sur mes enfants, sur ce que vous m'avez dit, mais vous m'avez présenté militant associatif. Je vais vous dire, militant, c'est-à-dire militant est un état d'esprit. Je pense que les Marocains, dans leur grande majorité, c'est des militants de chaque jour. Les gens qui se réveillent, qui n'ont pas les moyens chaque jour à 6 heures du matin, qui prennent le tram, le bus, le taxi pour aller travailler, pour nourrir leur famille, tout le monde, les femmes qui viennent travailler dans les maisons, les gardiens de voitures, tout le monde, toutes ces personnes, tous sont des militants. Quand je vous dis militant est un état d'esprit, militant c'est la capacité, il faut être toujours militant, il faut avoir cette capacité
à se révolter devant les injustices. N'importe quelle injustice. Il faut être capable de se révolter. C'est ça, être militant. Et je pense que beaucoup de Marocains sont militants sans le savoir. Eh bien, en tout cas, vous êtes militant en sachant, et vous savez pourquoi. Ah oui, je pense que j'ai un héritage génétique. Le débat public, parce qu'on a parlé d'un déficit, que vous avez parlé, en tout cas évoqué, d'un déficit de la communication politique, mais le débat public, il y a quelques années, il y avait du débat public sur la place publique, oui, avec des prises de position, plus ou moins, voilà, débat d'opinion, je rentre pas sur le périmètre de débat de personnes. Aujourd'hui, il n'y a plus de véritables sujets de débat, me semble-t-il, chaque fois que je reçois des militants associatifs qui défendent une cause, quelle qu'elle soit, ils disent, voilà, mais je pose toujours la même question. Est-ce que le politique s'en saisit? Est-ce que vous avez saisi le politique? Oui, mais il n'a pas envie, ou il veut pas, voilà, c'est compliqué de prendre position. Je vais vous donner un exemple tout simple. La semaine dernière, tout le monde a suivi ça, l'affaire des jeunes musiciens de rue. Oui. Ils se sont fait arrêter. Bref, même la presse n'a pas réagi rapidement, elle a tardé à bouger. Les réseaux sociaux, Facebook, les mêmes artistes, le hashtag, l'affiche qui a été faite par l'artiste Rebel Spirit a fait bouger les choses, d'accord. Bon, les choses se sont réglées, les musiciens sont sortis, on a trouvé un mois d'emprisonnement avec sursis. Un mois avec sursis, ils ont été reçus par les autorités pour trouver des solutions pour l'avenir, tout va bien. Les partis politiques n'ont pas réagi, mais ils sont pas là, ils n'existent pas. C'est un fait de société qui se produise pas. Je dis pas c'est important, mais bon, un parti politique bouge, il réagit à ce qui se passe dans la société. Il y a toute une société qui est intéressée par un événement, et les partis politiques n'ont pas réagi. Ça les intéresse pas. Ils ont même pas contacté. Ils ont pas me contacté. Parce que vous êtes avocat, donc là, ils ont pas contacté, ils ont pas pris position, ils ont ni défendu, ni rien du tout. Ils sont absents, D'ailleurs, les gens s'en passent maintenant. C'est les réseaux sociaux, c'est que Facebook, le hashtag Frilfen, les artistes, Latifa Ahrar, Oba Spirit, Reda Allel, tout le monde, les gens se sont mobilisés dans les réseaux sociaux. Et ils ont réussi à attirer l'attention. Pour vous, les réseaux sociaux, c'est le nouvel espace à la fois de débat et à la fois de solidarité pour dénoncer, comme vous avez dit, ou une injustice ou autre. En l'absence de partis politiques, en l'absence de personnel politique crédible, il n'y a que les réseaux sociaux qui bougent. Donc pour vous, les débats publics, de toute façon, c'est aujourd'hui. C'est sur les. Même s'il n'est pas très intelligible forcément à chaque fois, mais en tout cas, c'est sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Et vous ouvrez le débat, vous commentez, vous participez à des débats, vous. Ah non, je commente, et moi j'ai arrêté de le faire. J'ai arrêté. Je pose la question. J'ai arrêté de le faire pour des raisons parce que très souvent, je me suis retrouvé. D'abord, j'ai pas choisi d'être un personnage public, mais ensuite, je recevais des insultes ou là des critiques ou là des choses qui étaient personnelles, et donc ça m'intéresse pas par rapport au fait que vous, en tant qu'avocat, vous avez par rapport aux prises de position, quelles qu'elles soient, n'importe quoi. Sur l'héritage, comme tout à l'heure, par exemple. Par exemple, sur l'héritage, sur l'avortement, sur l'évolution des lois. Il y a des choses qu'il faut faire évoluer dans ce pays. Par exemple, moi, je suis avocat, et le code pénal, l'avortement. C'est une aberration que de garder ça. Les relations sexuelles hors mariage. Mais qu'est-ce que vous faites? On est en 2018, 2019. Autre exemple, les hôtels qui interdisent aux gens qui forcent les gens à prendre 2 chambres parce qu'ils ne sont pas mariés. On est en 2019, quand même, il faut dépénaliser tout ça. L'avortement et tout ça, c'est des délits pour les pauvres. Parce que les riches, quand ils ont des problèmes pour se faire avorter, les billets d'avion à Paris, à Barcelone, ça règle le problème rapidement. Les pauvres, les messieurs, ils vont chez les charlatans, chez les médecins, machin, et ils risquent leur vie, ça rapporte de l'argent, c'est du noir. Le fait de maintenir l'avortement comme un délit pénal, c'est faciliter un enrichissement des médecins, et c'est forcer ces petites gens à risquer leur vie chaque jour. Et peut-être des avocats aussi, non? Les avocats, non. Une bonne financement pour les. Vous savez, les avocats, paradoxalement, les cas de poursuite pour avortement dans les tribunaux sont rares parce que ça se règle autrement. C'est-à-dire, ça se règle à l'amiable, ça se règle en coulisses. Ça se règle discrètement. Il y a les conciliabules qui discrètement. sont ça se règle très discrètement. Et comme c'est peut-être un sujet de société, donc du coup, un peu sensible. Je vais vous raconter. Je vais vous raconter une anecdote. Une anecdote d'avocat. Quelques années, un juge, s'est retrouvé dans cette situation et était obligé aussi de recourir à un avortement. Et on condamne les gens et on fait la même chose. Donc, forcément, oui, c'est un sujet qui intéresse tout le monde.
toutes les classes sociales, tous les partis politiques, et les gens ne vont pas le dire ouvertement, mais vous trouvez des gens dans les rangs du PJD qui sont d'accord. On a reçu Chakib Yessous, sociologue qui a écrit un ouvrage, oui, mariage et concubinage dans les pays du monde arabe, qui nous dit qu'il va falloir nécessairement, il nous dit ça lundi, en début de semaine, trouver une solution pour les 15-30 ans en matière de vie et d'épanouissement sexuel. Ah, ça, bien sûr. Oui. Sinon, si je vous pose une question directe, Youssef Chabi, je ne vais pas dire l'âge que vous avez, même si vous êtes un homme, je pourrais le faire. Mais est-ce que vous, c'est une période de votre vie qui a été, à laquelle aussi vous avez été confronté et que c'était un peu compliqué à gérer? Parce qu'on dit souvent, voilà, 15-30 ans. 15-30 ans, non, c'était pas compliqué. 15 ans, votre adolescence jusqu'à éventuellement votre première union, vous voyez? Non, d'abord, je me suis engagé avec la mère de mes enfants très tôt. Donc non, c'était pas une séquence très difficile. Autour de vous, il y a des jeunes aujourd'hui pour qui a priori c'est vous savez, maintenant j'arrive à un moment de ma vie où j'ai des jeunes filles, j'ai mes filles, j'en ai 2, et mon épouse a des garçons et donc tous ces enfants là sont pratiquement dans cette catégorie d'âge. Et donc maintenant je regarde les choses autrement. Maintenant je m'interroge par rapport aux enfants, par rapport que ce soit aux miens ou aux enfants de mon épouse qui sont dans cette catégorie d'âge et qui forcément vont être amenés à se poser ce genre de questions. Et donc il faudra aussi amener des réponses. Je pense que dans le rapport avec les enfants, il faut être transparent. Il faut pas qu'il y ait de tabou, il faut discuter de tout ouvertement. Il faut que ce soit, je pense que c'est bien que nous arrivons à une génération où on peut avoir ce genre de rapport avec nos enfants, les réseaux sociaux aidant, les enfants regardent les choses, donc il faut ultra connecté, la 5G qui arrive, il y a tout. Les enfants maîtrisent les téléphones mieux que nous, ils maîtrisent les ordinateurs mieux que nous. Maintenant, c'est les enfants qui réparent les télés, c'est pas nous. Ou le téléphone, ils font fonctionner le téléphone et toutes les applications. Vous, en tant qu'avocat, là, vous avez fait référence au débat public, je suis sorti un petit peu du commentaire sur les réseaux sociaux. Par contre, vous êtes toujours aussi présent sur chaque fois qu'il y a j'ai envie de dire, Youssef Chabi, qu'il y a une affaire médiatique, juridico-médiatique en tout cas. Je le fais pas exprès. Vous le faites. Ah bon? C'est le hasard? Je vais vous dire, par exemple. Est-ce que l'affaire Khadija, l'affaire Khadija, c'est un bon exemple. L'affaire Khadija, j'étais en voyage. Je rentrais d'un long voyage et j'ai été contacté par des amis de Hadi, Leila Slassi, de Massaktesh, qui m'a dit, il faut que tu t'occupes de ça. D'accord. J'ai dit, d'accord, j'arrive j'ai vu Khadija est venue chez moi à 10h du soir. Le jour où je suis arrivé. À Casablanca, elle est venue chez moi à la maison, pas au cabinet, à 10h du soir pour discuter de ça. J'ai vu la jeune fille, j'ai vu ses parents. Après, je me suis assis avec elle pendant 1 heure pour lui poser toutes les questions. Et cette fille m'a forcé le respect. Cette fille qui avait subi tout ça. Vous l'avez trouvé sincère? Je l'ai trouvé sincère et je trouvais que de toute façon, c'était indécent ce qu'elle subissait comme traitement médiatique. Que le rapport immédiatement c'est une menteuse, c'est une fille facile. C'est l'experte qui s'est prononcée. Là, même sur les réseaux sociaux, même d'ailleurs, je me suis fâché avec beaucoup de presse électronique qui cherchait uniquement à défendre la seule thèse que Hadi, c'est une menteuse. Elle a fait ça, elle était consentante. On peut pas être consentant quand on est mineur. Et de toute façon, c'est indécent de remettre en cause immédiatement, la réaction facile, il y a la jeune fille qui vient dire j'ai été agressée, violée, tatouée, machin pendant 2 mois, dire ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Déjà, on commence pas par lui. C'est déjà le premier jugement rendu par un première réaction. 2, ensuite, c'est greffé la dame dont vous parlez, Adix Smith, Linda Paradis. Linda Paradis. C'est pas Vanessa Paradis, c'est Linda Paradis. Pseudo-experte qui vient, personne ne lui a posé tatouage. Elle est esthéticienne, mais elle est experte. Le mot expert, il ne faut pas qu'il soit galvaudé. Expert ou expert. Je suis expert, je suis avocat, donc l'experte, c'est pas une experte. Elle est esthéticienne. Il fallait dire, je suis esthéticienne. Je me suis jeté sur cette affaire. Personne ne t'a demandé et elle vient parler dans la presse. En plus, vous avez porté plainte contre elle, non? Là, on a décidé. On avait d'autres choses à faire. C'est-à-dire, Youssef Chabi. C'était pas nécessaire. Moi, j'ai vu en préparant l'émission, en préparant votre venue, que Youssef Chabi avait décidé de poursuivre en justice cette Linda Paradis, non pas Vanessa Paradis, qui s'est présentée comme experte en détatouage et que vous avez décidé, vous, de déposer plainte Rachid, contre elle. À partir du moment où elle a cessé sa campagne médiatique,
On s'est concentré sur l'affaire. Donc il y a une médiation. Voilà. Elle a compris le message et elle a cessé de parler de Khadija, donc on est passé à autre chose. L'affaire Khadija, donc c'est cette fille de 17 ans qui aurait été violée, kidnappée et tatouée à son insu. Donc donc vous avez défendu. Qu'on défend toujours, qui est devant le juge d'instruction. Parce qu'en fait la première audience était en septembre. Là, il y a eu d'autres audiences en septembre, octobre et novembre. Mais on sait plus. Vous savez que plus personne n'en parle. Ah bah oui. Sur les réseaux sociaux, plus personne n'en parle. Forcément. Dans les médias. Là, je pense. Pourquoi forcément vous dites? Là, je vais vous dire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la presse internationale. Alors, j'ai été contacté par tout le monde. France 24, New York Times, des journalistes qui sont venus de Turquie. Chaque jour, j'arrive, qui s'intéressaient à cette histoire. Pourquoi? Ça, c'est une autre question. Il faut savoir pourquoi. Est-ce que c'est... Vous ne savez pas, vous êtes là, pas arrivé à déterminer pourquoi. Là, je vais vous dire. J'ai reçu 2 journalistes qui sont venus de Istanbul, qui sont allemands ou hollandais, qui travaillent pour une chaîne hollandaise, qui ont pris l'avion, qui sont venus pour faire l'interview ici et repartir. Ah, il se passe rien dans le monde. Rien en Iran, en Turquie, donc c'est intéressant. Par contre, c'est bien que ce soit exposé. Ça fait avancer les choses aussi. Ça protège les victimes. Ça fait avancer le débat. Regardez, vous me posez la question, il n'y a pas de débat politique. Mes amis de Mesektej, ils sont sortis dans la rue, ils ont fait machin, ils ont été médiatisés, et il y a des chaînes internet. Les partis politiques n'ont pas réagi. Mais ils sont pas au courant, là. Ça les intéresse pas. Le harcèlement de rue, les agressions contre les femmes. D'abord, il y a des femmes dans ces partis politiques. Personne ne réagit, personne ne dit, ni bien ni mauvais. On va réagir. Ah, Makinch. Et choisir son camp. Là, juste l'affaire Khadija là-dessus, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Elle est toujours devant le juge d'instruction. Décembre 2018. L'affaire est toujours devant le juge d'instruction, qui finit d'instruire, bien sûr, pour tout le monde, pour déterminer la vérité. Les 12 jeunes sont toujours en prison. Les 12 jeunes sont encore en prison. Ils sont en préventive. Oui. C'est la procédure, c'est le... Je vais vous dire, sans vouloir révéler un secret de procédure, il y a des aveux dans les PV. Je ne vais pas dire qui a avoué. Aveux de certains jeunes, en fait, d'avoir abusé de Khadija. Oui. D'avoir tatoué Khadija. Oui. D'avoir kidnappé Khadija. Oui. Donc ça, il y a les aveux. Il y a des aveux. Par contre, vous savez bien, très bien, qu'en général, les accusés, quand ils arrivent devant le juge d'instruction ou là devant le juge, ils viennent dire, renier les déclarations de la... Quand on m'a contraint et forcé. Là, j'ai pris des baffes, j'étais obligé de signer, ou là, je sais pas lire, des choses comme ça. Mais, par contre, il y a des aveux, il ne faut pas... Sur les 12, il y a eu combien de personnes qui ont fait des aveux? C'est la majorité? C'est la majorité. 5 plus 1? La majorité. On fait des aveux, donc ils ont la majorité, et puis, le pire, c'est que, je vais vous dire, il y en a certains à qui on a posé des questions toutes simples, c'est-à-dire la question suivante. Est-ce que tu as eu des relations sexuelles avec Khadija? Oui. Il répond, continue, il dit, elle était consentante, oui. Et question, d'abord, il avoue un acte sexuel passible de prison, mais parce qu'elle est mineure déjà. Mais ensuite, on lui pose la deuxième question. Est-ce qu'elle était tatouée? Et là, il répond, non, elle n'était pas tatouée. Donc, lui, déjà, c'est un aveu, mais... donc les aveux sont reconnaît l'acte, mais il ne reconnaît pas le fait que la jeune fille était tatouée. Pour moi, ça confirme qu'elle a été tatouée pendant qu'elle était en séquestration. En tout cas, c'est un viol collectif. Les chefs d'inculpation, c'est viol collectif, séquestration, tatouage, traite des personnes chez Tijaf el-Bachar. Donc il risque jusqu'à 20 ans de prison. 20 ans de prison. C'est des crimes. Non, je pose la question. C'est des crimes. Et puis on fait en communauté pendant 2 mois, les mineurs, il y a des viols, il y a des tatouages, il y a des... Donc en fait, on devrait en savoir un peu plus en 2019 maintenant, je pense. Il n'y aura pas de... En 2019, oui. Il faudra encore un petit peu attendre. Faudra attendre, mais la question que vous me posiez tout à l'heure, plus personne n'en parle, oui, plus personne n'en parle, mais c'est normal. Je reçois Youssef Chabi, qui est l'avocat de Khadija, depuis le mois d'août. Mais bon, tout le monde en a parlé en septembre, tout le monde en a pas un petit peu début octobre, et depuis plus personne n'en parle. C'est le défaut aussi de le fil d'actualité sur les réseaux sociaux, machin, tout le monde passe. Alors vous allez, sans parler, l'affaire du journaliste saoudien. Plus personne n'en parle, c'est fini, c'est plus grave, c'est plus grave que Khadija, mais bon, plus personne n'en parle. Bon, on va rester dans le domaine de la justice, les arcanes de la justice, parce que c'est votre espace de travail, j'ai envie de dire. Mohamed Rojhan, ministre de la Justice, a annoncé la digitalisation de tous les tribunaux du pays. C'est très bien. Je vais vous dire, oui, c'est très bien. Je vais vous dire, entre le moment où j'ai commencé à exercer la profession d'avocat il y a presque 20 ans aujourd'hui, et le fonctionnement aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a une évolution très, très
très moderne. C'est-à-dire maintenant, à partir de votre ordinateur, n'importe quel justiciable ou quel avocat peut accéder à l'information immédiatement, en rentrant gratuitement, pour savoir ce qui se passe dans un tribunal, s'il y a une décision de justice, s'il y a l'audience. C'est-à-dire, il y a une transparence. Et c'est excellent, parce que les avocats avant étaient une sorte de zone tampon entre le tribunal et le justiciable. Maintenant, l'accès à l'information est ouvert à tout le monde. Ça facilite le travail. Est-ce que ça rentre beaucoup, vous dites, du transparence? Parce que très souvent, tu as raison, on dit que voilà, la justice aussi, c'est un lieu où il y a une corruption importante. Et d'ailleurs, on annonce depuis très longtemps des réformes de la justice, réforme de la justice. Est-ce que là, vous considérez que l'annonce faite par Mohamed Rojhan, le ministre de la Justice, de dire voilà, à l'horizon 2021, 100%, il n'y aura plus de papier administratif, tout sera informatisé, parce que c'est ça que ça veut dire en fait. Donc ça veut dire des traces indélébiles. Et que du coup, effectivement, c'est aussi digitaliser, c'est aussi réformer la justice et c'est aussi la rendre effectivement transparente et lutter contre la corruption. Mais ça n'a aucun rapport avec la corruption. Je vous pose la question. Je vais vous dire. La corruption existe dans la justice. Personne ne peut le nier. Par contre, moi, en 20 ans d'exercice, jamais aucun juge ne m'a demandé de l'argent pour... jamais. C'est-à-dire, il ne faut pas accuser les juges ou les avocats. C'est une ambiance collective. La corruption existe. Même le justiciable, il vient chez vous. Elle est invisible et silencieuse. Là, c'est le justiciable qui vient, qui dit est-ce que tu connais le juge, est-ce qu'on peut lui faire des cadeaux? Donc, si la corruption existe, c'est le fait aussi du citoyen. C'est pas uniquement. Les torts sont partagés. En tout cas, vous en tant qu'avocat moi, jamais dans mon exercice. Je vais vous dire, je cumule mon expérience mon expérience professionnelle. Je cumule l'expérience professionnelle. Mon père est avocat depuis 50 ans. Ma mère aussi, paix à son âme, a été avocate, puis juge, procureur, juge des mineurs. Donc, quand même, 70 ans, on a plus d'exercice professionnel. Aucun, on n'a jamais été en contact avec ça. En tout cas, aujourd'hui, vous considérez que les choses avancent, ça se modernise. C'est pas la digitalisation qui va empêcher la corruption. La digitalisation va faciliter le travail des gens, va faciliter le travail des avocats, le travail des experts, des greffiers, voilà. Ça va simplifier en fait. Exactement. Donc en tout cas, vous saluez. C'est très bien, c'est excellent. Mais ça a commencé avec Mustafa Ramid et maintenant c'est Mohamed Rojhan a fait cette annonce là. Mais Mustafa Ramid avait commencé ça. La digitalisation, c'est déjà effectivement il y a 3 ans ils en avaient déjà parlé. Je voulais finir aussi avec ça, sur l'administration fiscale, avec les médecins du secteur privé. Je pense qu'ils sont arrivés à un accord avec eux aujourd'hui. Je vous confirme, hier soir, sont arrivés à un accord. Il suffit qu'ils fassent leur déclaration sur les 4 dernières années. De 2014 à 2017 inclus, avec un quitus fiscal, mais par contre pas d'amnistie, pas de forfait fiscal, contrairement à ce qui est dit, voilà. Très bien. Pour les médecins libéraux, par contre, dans les radars de la DGI, il y a d'autres professions libérales. En les topographes, bien sûr, les notaires et les avocats. Bien sûr, mais bon, je pense que les professions que vous citez sont moins en infraction avec le fisc que les médecins. Parce que bon, tout le monde, chez les médecins, il y a beaucoup d'espèces, beaucoup de cash. Chez les avocats ou chez les notaires, c'est beaucoup moins. La plupart du temps, c'est traçable. Ensuite, je pense que les avocats aussi. Vous êtes un honoraire libre, vous, les avocats. Oui. D'accord. Donc du coup, il y a une marge de manœuvre aussi peut-être. Mais c'est un accord. Vous savez plus. Tout le monde, même les clients posent des questions avant de. Donc je vous disais, les avocats aussi sont pour parler très avancés avec l'administration fiscale pour clarifier les choses. Et je pense que ça va aboutir dans pas longtemps. Vous allez donc la même issue que les médecins libéraux pour les avocats. Je ne pense pas, mais bon, les avocats, je vous ai dit, c'est différent. L'exercice est différent, mais ils vont trouver une solution qui n'est pas forcément la même. Parce que ce qui a attiré l'attention aussi du fisc, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de décalage, en tout cas pour les médecins du secteur privé, entre le déclaratif fiscal et le patrimoine. Oui, bien sûr. Est-ce que chez les avocats, il y a forcément, il doit y avoir la même chose. Je vais pas dire que les médecins sont les seuls. Je pense que tout le monde que la clarification fiscale va finir par arriver chez tout le monde. Donc, et c'est une bonne chose aussi? C'est une très bonne chose. Parce que la citoyenneté fiscale aussi, quand on aime ce pays, quand on est dévoué, quand on est militant. Là, mais par contre, quand on a du respect pour le Maroc qui se lève. Ma réponse est la suivante. Par contre, il faut aussi,
que les services publics fonctionnent. Les services publics ne fonctionnent pas. Les services publics de l'éducation, de l'école, les gens assument, eux, les études de leurs enfants. Là, les transports publics... Est-ce que n'est pas l'aube juste d'un nouveau modèle aussi, c'est-à-dire plus de citoyenneté fiscale, c'est-à-dire plus de ressources financières pour l'État, et ça veut dire aussi peut-être plus de sources de financement pour des services publics. Oui. C'est tout un cheminement, je crois que c'est... Ça me rappelle le monsieur qui avait un hôtel. Et les clients ne venaient plus, on lui disait, il faut rénover ton hôtel. Il a dit, mais je vais rénover quand les clients vont venir. Donc, le service public va fonctionner quand on va payer. Non, mais c'est content que ça fonctionne. Mais il faut payer, vous savez. Un modèle social, regardez, vous avez fait référence à l'Hexagone tout à l'heure, à la France. Le modèle social, les Français doivent le payer. Par contre, vous voyez bien que la réaction du personnel politique est rapide. Les Gilets jaunes, ils sont sortis 3 fois. Déjà, le gouvernement réagit. Bon, au Maroc, les gens peuvent sortir pendant 6 mois. Ça n'intéresse personne. Par rapport, vous dites, à la cherté de la vie, par rapport à tout, les gens, quand ils ont vu qu'il n'y avait pas de personnel politique, qu'il n'y avait pas de réaction, ils se sont appropriés la technique de boycott, qui a marché, qui a fait beaucoup de mal. La technique du boycott qui a été adoptée aussi par Youssef Chebbi sur les réseaux sociaux, parce qu'il s'est interdit depuis plusieurs mois de commenter ou de participer à des débats, j'ai envie de dire, virtuels sur la toile. Je regarde. Je regarde déjà. Mais en tout cas, vous avez accepté de venir ici, chez nous, et moi je vous remercie une fois de plus, une deuxième fois d'ailleurs, Youssef Chebbi, et je rappelle que vous êtes avocat et militant associatif. Avocat, c'est votre métier, et militant associatif, c'est par passion et conviction, c'est ça? Voilà, oui. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un héritage génétique. On peut pas ne pas être un militant dans la famille, sinon on est exclu. Merci en tout cas à vous, et je vous souhaite une belle journée. Merci.